C'est avec consternation que le microcosme politique du pays a appris l'assassinat du docteur Jean-Louis Rangianantena Nzatouv, membre du TIM et du RMDM à Tuléar, le 23 décembre dernier, vers 2 heures du matin à son domicile. Le docteur Jean-Louis n'est autre que l'époux de Maître Elsou, vice-président du parti d'opposition TIM pour la province de Tuléar. D'aucuns se demandent si cet assassinat n'avait un lien avec la récente visite dans la ville de Tuléar des leaders de l'opposition au sein du TIM, conduit par le chef de l'opposition lui-même, l'ancien président Marc Ravalomanana. Une visite plutôt couronnée de succès. La situation est en tout cas très inquiétante actuellement. Les leaders de l'opposition parlent d'assassinat politique. Marc Ravalomanana a appelé les autorités à mener une enquête impartiale tout en tirant la sonnette d'alarme. Car plusieurs heures après l'assassinat, aucun représentant des autorités locales ne s'est déplacé pour constater les faits. Les inquiétudes des membres de l'opposition sont d'autant plus justifiées que les 7 individus armés qui ont attaqué le domicile de la victime n'ont rien apporté après leurs méfaits. Ils ont tiré sur le docteur Jean-Louis, qui a été ainsi tué sur le champ. Une première arrestation a eu lieu quand les membres du Tukbitelu se sont lancés à la poursuite des assassins armés du docteur Jean-Louis. On attend la suite des investigations. Tout le monde se souvient encore de l'élection présidentielle de 2018 avec les doublons dans la liste électorale et le gonflement artificiel des taux de participation. Un taux de participation qui atteint même 119% dans certains bureaux de vote, sans oublier les fausses cartes d'identité nationale distribuées dans de nombreux quartiers. Le second tour entre l'actuel président André Zouelne et l'actuel chef de l'opposition Marc Ravalomanana a été ainsi inédit avec diverses formes de fraude électorale. 2 ans avant les prochaines échéances électorales, les associations de la société civile, les partis politiques issus de l'opposition et des acteurs politiques à titre individuel tirent la sonnette d'alarme. Ils demandent à ce que l'élection de 2023 soit réalisée dans la transparence pour qu'elle soit acceptée par tous les acteurs politiques du pays. Pourtant, André Zouelne et son gouvernement ne montrent aucun signe de bonne volonté sur ce sujet. Ni président de la République am'izao fotoan'izao io. Mino aho ary fantatro. Je suis sûr que le président de la République actuelle va encore participer à l'élection présidentielle à venir. Encore au pouvoir, il a donc le droit de désigner les personnes qui vont constituer la CENI. L'élection ne sera pas transparente. Le président de la ACC a fait un démenti sur le sujet, mais personne n'est rassuré. En outre, le politicien James Ratim a souligné que le président de la HCC est le seul responsable de tout ce qui s'est passé dans la manipulation de la proclamation solennelle des résultats ayant proclamé la victoire de l'actuel président de la République. Je ne fais aucune affirmation sans preuve. Vous, Jean-Éric Rakoutorsou, vous êtes le seul et premier responsable du non-respect de la Constitution. J'ai été bien clair, mais vous essayez de zigzaguer à votre façon. Vous avez réitéré que c'est pour éviter une instabilité que vous avez agi. Mais quel est donc le rôle de ces militaires? Ou c'est vous qui allez vous mettre à leur place? Vous étiez aveuglé par une somme d'argent. Il y a eu cette tentative de fuite. Votre demande de nationalité française a été refusée. Qu'est-ce qui s'est passé avec le directeur de l'imprimerie nationale? Il s'est échappé. Vous l'avez forcé à imprimer des fausses cartes d'identité et des cartes d'électeurs pour que le président soit élu. Donc c'est M. Ravalomanana qui devrait être élu président de la République, mais pas un fraudeur ou un auteur de coup d'État. Le temps est venu de s'opposer à cette manipulation. La structure de la HCC et de la CENI est la source des problèmes majeurs depuis. Nous demandons à ce qu'une confrontation des résultats de vote soit réalisée. Vous devez formuler une demande de pardon officielle et l'affaire sera conclue. Mais si vous vous abritez derrière la sûreté nationale, ce n'est pas valable. Madagascar ne vous appartient pas. Par cette proclamation, un détournement des choix des citoyens a été commis. Malgré tous ces appels, le processus de désignation des nouveaux membres de la CENI a été achevé.
Les dirigeants malgaches démontrent une certaine volonté de se maintenir au pouvoir coûte que coûte en rejetant les conseils et les critiques. Nous allons procéder à une plainte pour attirer l'attention de tous sur ce sujet. J'affirme en tant que juge que le nombre de ces institutions ne sont pas neutres. La plainte concernera donc la nomination des membres de la HCC et de la CENI qui devraient être annulés. Face aux divers avertissements, les dirigeants ne réagissent pas jusqu'ici. Par peur sans doute de perdre la prochaine élection, ils insistent pour que la HCC et la CENI soient en place dans leur composition actuelle. Cela permettra une victoire facile à l'actuel président. La déclaration de patrimoine des membres de la CENI a été effectuée mardi 21 décembre. Les inquiétudes sont réelles en tout cas, en ce qui concerne le respect des normes démocratiques lors des prochaines élections. L'ONU a promis de suivre de près la situation après une réunion avec le groupe d'opposition Panorama et le député de Madagascar élu à Tuamasin, Roland Ratsirek. Pour les membres de l'opposition, en tout cas, la situation est inquiétante et la communauté internationale doit se mobiliser dès maintenant. Des bruits assourdissants, des maisons fissurées, des rizières couvertes de poussière de béton, ce sont parmi tant d'autres problèmes entraînés d'une usine chinoise dans le Fuktan Maïmad, commune à Bouidanak. On ne peut rien faire face aux intimidations des Chinois et des riches, ont conclu les paysans du Fuktan. Les récoltes sont nos seules sources de revenus, alors que les terres à briques jetées par cette usine couvrent toutes les rizières et les sources d'eau aux alentours. Depuis, aucun dédommagement n'a été apporté par l'usine. On ne peut plus rien faire de ces dégâts. Des meetings ont été réalisés à plusieurs reprises, mais le responsable de l'usine n'a donné aucune solution jusqu'à présent. Même les autorités concernées n'ont eu aucune réaction. Les habitants soupçonnent une corruption entre les autorités et le propriétaire de l'usine. Depuis plus de 2 ans, les habitants du Fuktan ont vécu la galère. Les Chinois sont protégés par des groupes de personnes proches des dirigeants, selon encore leur explication. Autre réalité inquiétante vécue cette année, les litiges fonciers sont de plus en plus fréquents dans tout le pays. Antananarivo, Muramang, Tuliar, Tamatave ou encore Nouspéelville sont le théâtre de litiges fonciers avec des étrangers. Ces litiges débouchent parfois sur la démolition des infrastructures existantes comme des marchés, des bâtiments et même des tombes familiales. Des étrangers qui expulsent des nationaux de leur terrain, un fait qui n'a jamais eu lieu auparavant, mais qui semble être normal de nos jours. Les citoyens sont impuissants face aux intimidations. Litige foncier, c'est un réseau de malfaiteurs et une association de criminels qui sont souvent dans le coup. Pourquoi le milieu de la justice, le service du domaine et les autres services concernés sont envahis par leurs agents? Quoi qu'ils fassent, personne ne peut réagir, alors que ces terres renferment nos valeurs et nos cultures. Ces problèmes ont fait la une des journaux au cours de ces derniers mois. Comme tout autre problème majeur que le pays a connu, les litiges fonciers sont loin d'être réglés. On a connu au cours de cette année d'autres événements restés sans suite, pour ne citer que l'affaire des 73 kilos de lingots d'or et la baisse importante du prix de la vanille. Victime de la crise économique due à la Covid-19 au cours des 2 dernières années, Madagascar et sa population ont du mal à s'en sortir actuellement. Taux de chômage en hausse, petits commerçants informels en difficulté, ce sont les réalités vécues au cours des derniers temps. Des millions de foyers ne parviennent plus à subvenir à leurs besoins. Les personnes vulnérables meurent de faim dans le sud du pays et dans d'autres régions du pays. Beaucoup de sociétés privées n'arrivent pas à se redresser jusqu'à présent. Les Malgaches se plaignent de la hausse incessante des prix. Des associations de consommateurs ont ainsi tiré la sonnette d'alarme en programmant une manifestation pacifique dans la rue de la capitale. Mais les autorités ont mobilisé les forces de sécurité pour empêcher la manifestation. On se sent comme des orphelins
Comme si le pays n'a pas de dirigeants face à ce que la population vit. Nous sommes tous en difficulté en raison de la hausse du prix des PPN, dont le savon, l'huile végétale et d'autres produits alimentaires. Nous ne sommes pas satisfaits des mesures prises par le gouvernement. Nous ne parvenons pas à lutter contre la faim alors qu'eux, ils sont à l'abri. Pour les fêtes de fin d'année, les charges sont lourdes pour chaque foyer. Pour le cas de la commune Abat-Faval en particulier, une association a offert des dons pour aider la population pour les fêtes. Les bénéficiaires sont les personnes les plus vulnérables dans cette commune. Nous n'avons pas grand-chose à offrir, mais seulement des PPN pour permettre à chaque foyer de passer les fêtes. Nous vous souhaitons tous de passer une agréable fête de Noël et encore navrés pour l'éventuel retard. Les actions de l'association ont continué dans la commune d'Anoussial. Plus de 1450 personnes ont eu la chance de bénéficier de ces dons. Les bénéficiaires ont été reconnaissants, surtout dans la situation actuelle. Pourtant, aucune mesure concrète permettant la stabilisation du prix des PPN n'a été prise par les dirigeants. Les importations décidées par les autorités n'ont pas permis de limiter la hausse des prix. La situation n'évolue pas dans le sens souhaité par la population. Madagascar se trouve de nouveau dans une situation critique. Le nombre de nouveaux cas de Covid-19 dans le pays ainsi que le nombre de morts ne cesse d'augmenter. En seulement une semaine, on a recensé plus de 1000 cas et une vingtaine de décès. L'État malagasy ne se préoccupe pourtant pas de ces chiffres. De même pour les mesures qu'il faut prendre pour stopper la propagation de ce virus ainsi que pour protéger la population par rapport à cette situation alarmante. D'après le ministère de la Santé publique, le variant Omicron et le variant Delta ne sont pas encore présents au Madagascar. Jusqu'ici, seuls les variants Alpha et Beta ont été détectés dans les échantillons prélevés, annonce le Dr Radrazaf Mahachach, directeur général des fournitures des soins. Cependant, les hôpitaux ne sont plus en mesure d'accueillir plus de malades. Pour le cas de la commune d'Alassur, la situation est critique. Les tests TDR sur les 50 points de dépistage au niveau du CSP2 de la commune Alassur ne permettent plus de gérer la situation. La plupart des résultats ont été positifs. Il y en avait ceux qui ont vraiment présenté des symptômes de la Covid-19. Certains d'entre eux ne pouvaient plus être traités faute de médicaments au sein du CSP2. Les malades sont par la suite renvoyés par le médecin avec une ordonnance pour qu'ils puissent se procurer eux-mêmes les médicaments. Je tiens ainsi à lancer un appel à l'endroit des autorités pour fournir les médicaments nécessaires à la commune pour faire face à l'épidémie. Jusqu'à présent, l'État malagasy ne fait pas preuve d'attention ni de préoccupation particulière concernant la sensibilisation de la population sur l'importance de la vaccination, alors que les organisations internationales telles que l'OMS et l'UNICEF ont confirmé que le vaccin est le meilleur moyen de limiter la propagation de ce virus. Présenter l'Alliance pour la vaccination, l'importance de se faire vacciner. C'est la vaccination qui a permis à Madagascar d'atteindre le statut de libre de la polio, d'être polio-free, de supprimer la polio sauvage à Madagascar. C'est la vaccination qui, en 2019, à travers la vaccination de plus de 8 millions d'enfants, a permis d'arrêter une épidémie meurtrière de rougeole. Et c'est la vaccination qui nous aidera ici, aujourd'hui, dans les mois qui viennent, à contrôler cette épidémie de Covid. Il faut se faire vacciner et le vaccin marche. Il faut se faire vacciner, le vaccin fonctionne. Il faut encourager les autres à se faire vacciner, car le vaccin est la seule solution pour contrôler cette épidémie. Et cela va se faire à travers les efforts actuels, à travers les vaccinodromes. Mais cela doit se faire également à travers tous les centres de santé, tous les hôpitaux de Madagascar. Promotion de la vaccination contre la Covid, qui reste aujourd'hui le meilleur moyen d'arrêter cette pandémie. Je pense que sur ce volet, des efforts sont faits, mais nous pouvons faire mieux en matière de lutte contre la Covid. Cette action des pouvoirs publics
Et du côté des partenaires, l'OMS en l'occurrence, nous pouvons réitérer ici notre disponibilité constante à continuer à accompagner les efforts du gouvernement, mais cela se fera avec les populations et les hommes des médias que vous êtes. Si l'on s'en tient aux expériences d'autres pays, on peut se dire que le risque d'une vague supplémentaire n'est jamais exclu. Nous ne le souhaitons pas, mais tout laisse penser qu'il faut davantage mettre l'accent sur la sensibilisation de nos populations pour adopter les mesures barrières, promouvoir la vaccination afin de nous mettre à l'abri d'une éventuelle troisième vague. Jusqu'à maintenant, seulement 2% des Malagasy sont complètement vaccinés, un taux inquiétant par rapport à ce qui se passe dans les autres pays africains. Ce qui veut dire que le pays est loin de pouvoir se débarrasser de cette épidémie si l'État ne prend pas ses responsabilités. Depuis le début de la propagation du coronavirus, il y a presque 2 ans, le secteur touristique subit de plein fouet la crise économique et sociale. Tous les acteurs tels que les opérateurs, agences de voyage, guides touristiques et bien d'autres n'ont plus de rentrée d'argent alors que les charges sont de plus en plus lourdes. Ces opérateurs touristiques réclament ainsi des mesures de soutien de la part de l'État pour pouvoir redresser la situation. Il est primordial de respecter les protocoles sanitaires ainsi que la sensibilisation de se faire vacciner pour éviter à nouveau la fermeture des frontières. L'État n'a jamais mené des stratégies convenables. Il se contente des appuis et des aides fournies par les partenaires techniques et financiers. L'application des gestes barrières et la promotion de la vaccination sont indispensables. Le secteur du tourisme est le poumon de la relance économique du pays. Il ne doit pas être délaissé. Nousbé, Antsranan, Sainte-Marie font partie des principales zones touristiques de Madagascar. Non seulement les localités accueillent 30% des touristes, mais elles contribuent également à hauteur de plus de 200 millions de dollars dans la caisse de l'État chaque année. Pourtant, jusqu'à présent, ces zones touristiques sont toujours fermées. Les opérateurs ainsi que le député de Touamas lancent un appel à la réouverture de ces localités au transport international. Je demande au Premier ministre de sauver Nosibé Diego d'où il vient et d'arrêter de prendre des mauvaises décisions, mais de frapper sur la table et oser frapper sur la table. Et s'il n'a pas envie de le faire, il n'a qu'à démissionner. Parce qu'on veut quelqu'un qui sauve, on veut des personnes qui agissent vraiment dans l'intérêt de sa région. Il a été pris comme Premier ministre parce qu'il vient du Nord. Mais ce n'est pas en fonction uniquement de sa compétence, mais de son origine aussi. Donc s'il vient de là-bas, alors qu'il ne sauve même pas les gens qui viennent de chez lui, mais moi je lui demande de démissionner. De la même manière, il faut que l'État malgache arrête cette mauvaise politique par rapport à la riposte contre le Covid. 000 emplois directs et plus de 300 000 emplois indirects dans tout le pays. Ces emplois sont actuellement en péril, soit plus de 1,5 million de Malagasy concernés. Durant la période des fêtes, l'Agence des transports terrestres et les coopératives ont décidé d'augmenter les frais de transport pour la zone nationale. Cette décision est appliquée depuis le samedi 18 décembre pour la gare routière d'Adutapenak. Les régions les plus fréquentées des vacanciers et marchands ont subi la hausse la plus importante. Les frais pour Antananarivo vers Mahajanga atteignent 50 000 ariary et Antananarivo Antsranan 100 000 ariary. Les voyageurs s'estiment abusés de cette augmentation dans un intervalle de 5 000 ariary à 20 000 ariary. Je suis surpris de l'augmentation, moi qui croyais que cela va rester le même. C'est insupportable, sans parler de l'inflation générale. Pour mon cas, une urgence oblige mes enfants à aller à Mahajanga. Donc, on est forcé de le supporter si les responsables veulent cela. À notre époque, on n'a jamais vécu de tel. Il faut réagir si nous voulons que cela change. Les visites familiales ne seront plus possibles. On est accablé, les revenus diminuent encore plus et les marchands se retrouvent dans une situation de perte. Rappelons que pendant la réunion entre les représentants des coopératives et le ministère du Transport, qui s'est tenue au début du mois de novembre, les deux parties se sont mis d'accord pour la mise en place
d'un comité spécialisé pour le suivi des frais. Ce comité est composé des représentants du ministère de tutelle, des représentants des coopératives, de l'ATT, de la DGSR, des représentants des compagnies d'assurance, de la DGI et de l'OMH. Mais le 23 novembre, l'Association des coopératives a communiqué que la mise en œuvre des actions du comité n'est pas conforme au statut. Ainsi, la présence des membres de la DGI, de l'OMH et des compagnies d'assurance dans le comité intrigue l'association des coopératives. Les transporteurs ont rappelé que c'était en 2013 que les frais ont connu une hausse pour la dernière fois et que pendant ces 8 ans, le prix des carburants a augmenté jusqu'à 26%. Les impôts et l'assurance qu'ils doivent payer ont augmenté aussi. C'est pour cela qu'ils ont décidé d'appliquer depuis le 18 décembre les nouveaux tarifs. Le ministère de tutelle n'a pas donné ses opinions jusqu'à maintenant face à cette hausse des frais de transport.